L'air, dans le terminal 2E de Roissy-Charles de Gaulle, a toujours cette odeur particulière, un mélange d'encaustique industrielle, de kérosène de Goulet et d'anxiété humaine filtrée par la climatisation. Sous les néons impitoyables qui ne connaissent ni la nuit ni le jour, tout le monde ressemble à un suspect ou à une victime. Gabriel Doy avançait vers le filtre de sécurité avec la précision d'un métronome. Tailleur sombre, coupe italienne, sac en cuir grainé porté au creux du coude comme un bouclier, passeport diplomatique déjà prêt dans la main gauche. Elle n'était pas une passagère ordinaire, elle était une trajectoire. Le brouhaha du terminal s'estompa soudainement lorsqu'un cri déchira la routine feutrée des départs. « Reculez! Je vous ai dit de reculer !» Gabriel s'arrêta, non pas par peur, mais par une curiosité glacée. Devant le portique 7B, un agent de sécurité, massif, le visage congestionné par une rage qui semblait disproportionnée pour un simple contrôle, bloquait le passage. Il ne s'adressait pas à la foule, il s'adressait à elle. Il portait l'uniforme bleu marine standard, le badge plastifié, la radio à l'épaule. Mais sa posture trahissait tout. Un vrai agent de sécurité adopte une position de défense, pieds écartés, mains ouvertes. Lui avait les poings serrés, le buste penché en avant. Une posture d'attaque, une posture de bête acculée. Les voyageurs autour d'eux sortirent leur téléphone, avides de capturer ce qui ressemblait à un flagrant délit de profilage racial ou d'abus d'autorité. Ils voyaient une femme noire élégante agressée verbalement par un homme blanc en uniforme. C'était l'histoire que racontait la surface. C'était l'histoire que l'image allait vendre au monde. Gabrielle ne recula pas. Au contraire, elle fit un pas de plus, entrant délibérément dans sa zone de sécurité, violant la bulle invisible de l'autorité. Elle leva son index droit, le pointant directement vers le visage de l'homme, comme une arme chargée. « Vous croyez vraiment que cet uniforme suffit, Vincent ?» dit-elle. Sa voix était basse, calme, tranchante comme du verre brisé. Le hurlement de l'homme redoubla, mais ses yeux ne contenaient aucune colère, juste une terreur absolue. L'homme cessa de hurler aussi vite qu'il avait commencé. Le silence qui suivit fut plus lourd que le bruit. Il baissa les yeux vers le doigt accusateur de Gabriel, puis remonta vers son visage. « Tu ne devrais pas être là, » souffla-t-il. « Tu es censé être à Abidjan. Et toi, Vincent, tu es censé être mort. » La première couche du vernis social venait de craquer. Ce n'était pas un contrôle de police, c'était une résurrection. Vincent Delacroix, ancien directeur financier de Solaris Mining, la multinationale que Gabriel défendait en tant qu'avocate générale. Vincent, disparu en mer 3 ans plus tôt lors d'une sortie en voilier au large de Marseille. Suicide présumé. Corps jamais retrouvé. Audit financier clos par absence de preuves. « J'ai refait ma vie, Gabriel », chuchota-t-il, jetant des coups d'œil nerveux vers les caméras du plafond. « Je suis juste un agent de sécurité. Je gagne le SMIC. Je pointe à 5 heures du matin. Laisse-moi tranquille. » Gabriel eut un petit rire sec, sans joie. « Un agent de sécurité ? Avec cette montre ?» Elle désigna son poignet gauche. Sous la manche de l'uniforme synthétique bon marché dépassait le cadran d'une Patek Philippe Nautilus, une montre à 60 000 €, un détail qu'il avait oublié d'enlever ou qu'il ne pouvait se résoudre à abandonner, dernier vestige de sa gloire passée. « Tu n'es pas ici pour travailler, Vincent. Tu es ici parce que la zone internationale est le seul endroit où tu te sens en sécurité. Ni en France, ni à l'étranger. Dans les limbes. Tu surveilles les passagers pour voir s'ils arrivent. » L'homme recula d'un pas, ses poings se desserrant pour laisser place à un tremblement incontrôlable. « Tu ne comprends pas, dit-il. Je ne me cache pas de la police. » Il se pencha vers elle, l'urgence déformant ses traits. « Je me cache de ton mari. » L'accusation flotta entre eux, suspendue dans l'air climatisé. Le mari de Gabriel, Jean-Luc Ndoye, était ministre, un homme intouchable. « Jean-Luc t'a pleuré, Vincent. Il a prononcé ton éloge funèbre. Il a commandité mon accident !» cracha Vincent, oubliant de baisser la voix.
Les passagers autour d'eux commençaient à s'éloigner, sentant que la scène virait du fait divers au règlement de compte. « C'est lui qui a détourné les fonds du projet barrage », continua Vincent fébrile. « J'ai découvert les virements. Quand je l'ai confronté, il a souri. Le lendemain, mes freins ont lâché. La semaine d'après, mon bateau a coulé. J'ai dû disparaître, Gabriel, devenir ce fantôme en uniforme pour surveiller les allées et venues de ces hommes de main. » Gabriel baissa lentement sa main. Son visage s'adoucit. Une fissure dans son armure d'avocate impitoyable. « C'est pour ça que tu es là. Tu attends qu'il passe pour... quoi? Le tuer? Pour l'enregistrer. J'ai placé des micros dans le salon VIP Air France. Il y passe tous les premiers lundis du mois pour ses voyages d'affaires en Suisse. J'ai tout, Gabriel. J'ai les preuves qui peuvent le faire tomber et me rendre ma vie. » Il fouilla dans la poche de son gilet tactique et en sortit une petite clé USB noire. « Aide-moi, Gabi. Comme avant. Tu étais la seule honnête dans cette fosse à serpents. Prends ça. Va voir le juge d'instruction. Libère-moi de cet uniforme. » Gabriel regarda la clé USB. Elle tendit la main. Vincent hésita une seconde, puis la déposa dans sa paume gantée de cuir. Le soulagement sur son visage était physique. Ses épaules s'affaissèrent comme si le poids de 3 années de cavale venait de s'évaporer. « Tu as bien fait, Vincent, » dit-elle doucement. « Tu as toujours été méticuleux. » Elle glissa la clé dans son sac à main. Puis, elle sortit son téléphone. Mais elle n'appela pas la police. Elle composa un numéro court. « C'est fait. Je l'ai. Terminal 2E. Envoyez l'équipe de nettoyage. » Le visage de Vincent se décomposa. Il recula, heurtant un poteau de guidage métallique qui tomba dans un fracas sonore. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais? »« Tu pensais vraiment que je ne savais pas ?» dit-elle. Sa voix n'avait plus rien de doux, elle était métallique. Elle s'avança vers lui, le forçant à reculer encore, recréant la dynamique de l'image de surveillance. Elle agressive, lui terrifié. « Tu crois que Jean-Luc a l'intelligence pour détourner 40 millions d'euros ? Jean-Luc est un politicien de parade, Vincent. Il serre des mains et coupe des rubans. Le cerveau de l'opération, c'était moi. C'est toujours moi. » Vincent semblait avoir reçu un coup physique. Il balbutiait, incapable d'articuler. « Toi ? Mais tu m'as aidé à monter le dossier de conformité. » J'ai monté le dossier pour qu'il contienne les failles exactes dont j'avais besoin. Et quand tu as commencé à poser trop de questions, je n'ai pas demandé à Jean-Luc de régler le problème. Je l'ai fait moi-même. Gabriel sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Tu n'as pas survécu par chance, Vincent. Tu as survécu parce que je t'ai laissé partir. Je pensais que la peur te garderait silencieux, que tu comprendrais le message. Mais te voilà, 3 ans plus tard, déguisé en vigile, jouant aux espions avec des micros dans le salon VIP. Elle tapota son sac à main où reposait la clé USB. « Tu viens de me donner la seule copie des preuves, n'est-ce pas ?» Vincent regarda autour de lui. Les voyageurs filmaient toujours, mais personne n'intervenait. La sécurité de l'aéroport, la vraie, tardait étrangement à arriver. « Ils ne viendront pas, » dit Gabriel, devinant ses pensées. « J'ai signalé une menace terroriste potentielle au niveau des portiques A. Toutes les équipes sont là-bas. Nous sommes seuls, Vincent. » C'est à cet instant que la réalité bascula une nouvelle fois. Vincent cessa de trembler. Il se redressa. Sa posture changea radicalement. L'homme acculé, terrifié, disparut. Il lissa sa veste d'uniforme, croisa les bras et, pour la première fois, un sourire cynique étira ses lèvres. « Tu as raison sur un point, Gabriel, » dit-il d'une voix posée, presque amusée. « Jean-Luc est un idiot, mais toi, tu as toujours péché par arrogance. » Gabriel fronça les sourcils. Le changement d'attitude de Vincent était trop brusque. « De quoi parles-tu ? Regarde autour de toi, Gabi. Vraiment. » Il fit un geste large englobant le terminal. « Tu crois que je suis resté ici 3 ans à attendre comme un chien battu ? J'ai travaillé. J'ai appris comment fonctionne ce lieu, les zones d'ombre, les angles morts, mais surtout les systèmes de surveillance. » Il pointa du doigt le dôme noir de la caméra 7B juste au-dessus de leur tête, l'objectif exact qui capturait l'image de la scène.
Cette caméra n'est pas reliée au PC sécurité standard de l'aéroport. Je l'ai dérivée il y a 6 mois. Elle diffuse en direct. Et alors, je détruirai l'enregistrement. Ce n'est pas un enregistrement, Gabriel, c'est un streaming. Vincent avança d'un pas, envahissant l'espace vital de Gabriel pour la première fois. Tu viens d'avouer le détournement de fonds, la tentative de meurtre sur ma personne et la manipulation de ton mari. Et tu l'as fait face à la seule caméra que je contrôle. Mais tu sais qui regarde ce flux en ce moment même? Il marqua une pause théâtrale. Pas la police, pas le juge. J'ai envoyé le lien IP crypté à une seule personne ce matin en lui disant de se connecter à 14h05 précise. Gabrielle sentit un froid polaire lui traverser l'échine. « Qui » murmura-t-elle. Vincent se pencha à son oreille comme pour une confidence d'amoureux. « Ton fils, Thomas. » Celui à qui tu as juré sur la tête de ton père que tu n'avais rien à voir avec la mort de son oncle Vincent. Il a 19 ans maintenant, Gabi. Il est en école d'ingénieur informatique. Il sait très bien tracer un flux IP. Et il écoute sa mère détruire son père et avouer un meurtre depuis 2 minutes. Le visage de Gabriel se vida de toute couleur. Le sac à main glissa de son coude. « Tu mens !» Vérifie ton téléphone. Je suis sûr qu'il essaie de t'appeler. Gabriel sortit son téléphone d'une main tremblante. L'écran s'alluma. Une photo de son fils s'afficha. Appel entrant. Elle ne décrocha pas. Elle leva les yeux vers la caméra 7B, ce dôme noir impassible, réalisant soudain que le véritable tribunal n'était pas judiciaire, mais intime. « Pourquoi ?» souffla-t-elle. « Tu aurais pu aller voir la police. » La police t'aurait donné des avocats, tu t'en serais sorti, répondit Vincent avec une tristesse infinie. Je ne voulais pas te mettre en prison, Gabriel, je voulais te tuer, socialement, familialement. Je voulais que tu perdes la seule chose que tu aimes plus que l'argent, l'admiration de ton fils. Les sirènes retentirent enfin au loin. La fausse alerte terroriste était levée et la sécurité, la vraie, accourait vers l'altercation. Gabriel regarda Vincent, puis la caméra, puis son téléphone qui vibrait toujours dans sa main. Elle réalisa l'impasse. Si elle partait avec la clé USB, elle confirmait sa culpabilité aux yeux de son fils. Si elle rendait la clé, elle allait en prison. Dans un geste lent, presque onirique, elle laissa tomber le téléphone au sol. L'écran se fissura, mais la sonnerie continua, étouffée, insistante, comme un battement de cœur sous le carrelage froid. Vincent ne bougea pas. Il reprit sa posture de vigile zélé, levant les mains en signe d'apaisement pour les collègues qui arrivaient en courant. Il savait qu'il allait être arrêté pour usurpation d'identité et usage de faux. Il irait en prison pour quelques mois, peut-être 1 an. Mais en voyant le regard dévasté de Gabriel fixé sur l'œil noir de la caméra 7B, il sut qu'il avait gagné. Il avait transformé ce hall d'aéroport impersonnel en un théâtre tragique où la vérité venait de briser 2 vies pour le prix d'1. « Tout va bien, messieurs !» cria Vincent aux policiers qui braquaient leurs armes. « Je gère !» Gabrielle ne protesta pas. Elle ne pointait plus le doigt. Elle regardait le vide, réalisant qu'on ne peut jamais vraiment fuir, même dans un aéroport, surtout dans un aéroport. Car c'est ici que l'on pèse les bagages, et le sien venait d'être jugé trop lourd pour continuer le voyage.